Ah oui, viens, on va le faire à deux alors. On va le faire à deux, ça va, ouais. Mon sang du gros, s'il te plaît. Moi, je crois que ça, c'est le point. Il n'y a pas que ça qui n'est pas dans le milieu. C'est pas plus facile de bouger la caméra que de demander à Chérubio de. Il faut demander une permission pour ça. Qui demande la permission? C'est qu'on peut voir. Demander la permission. À la rigueur, tu peux dire s'il y a deux personnes, il y en a un qui se met en train. Moi, j'ai prendre ici.
Voilà. Meneer de minister, collega's, wat begon als een technische aanpassing mondde uit in een heus debat over de onroerende voorheffing. Een budgetair debat eigenlijk avant la lettre, als het ware. Dus, op 1 januari 2018 wordt de overname van de inning van de onroerende voorheffing door het Brusselse stedelijk gewest een feit. Het ontwerp van ordonnantie dat vandaag voorligt, voorziet in de modernisering en vereenvoudiging van bepaalde grondregels en basisbegrippen, om de onroerende voorheffing op een efficiënte manier te laten innen door Brussel Fiscaliteit. Bij de bespreking in de Commissie Financiën en Algemene Zaken kondigde de minister aan dat het Brussels gewest, dankzij een informatica-platform dat binnen Brussel Fiscaliteit ontwikkeld is, zal kunnen beschikken over meer fiscale autonomie, een transparanter overzicht van de geldstromen, een performant rapporteringssysteem naar de gemeente en een efficiënt beleidsinstrument dus dat ons zal toelaten om de budgettaire impact van de fiscale maatregelen beter in te schatten. Bij het ontwerp dat vandaag voorligt werd resoluut gekozen voor meer transparantie, een optimalisatie van de middelen en een aanpassing aan nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen. De budgettaire impact van de aanpassingen is over het algemeen marginaal. De maatregel die de korting voor personen met een handicap verhoogt, zal evenwel wel een impact hebben. De commissieleden spraken zich unaniem positief uit over de verwachte verbetering van de transparantie van de geldstromen. Dit maakt onder meer de middelen van de gemeenten beter voorspelbaar. Opstemtiemen op de onroerende voorheffing maken immers tot een vierde van de gemeentelijke middelen uit. Tot nu toe konden zij geen degelijke raming maken van hun jaarlijkse ontvangsten, wat tot ernstige thesauerieproblemen kon leiden. De inning door het gewest zal tot een efficiënter beheer leiden en tot een betere dienstverlening voor de burger dus. Verschillende collega's pleiten ook voor meer automatisering bij de toegekende vrijstellingen. De minister legde uit dat de premie van €120 vanaf 2018 meteen zal afgetrokken worden bij de incohering. De andere kortingen worden in een later stadium geautomatiseerd. Eerst wil hij zich ervan verzekeren dat de overname van de federale overheid vlot verloopt. Eens alles goed loopt, kan dan daar vanaf 2019 werk van worden gemaakt. Hij voegt eraan toe dat het idee rijpt om Brussel Fiscaliteit meer belastingen te laten innen voor rekening van de gemeente. Niet meer belastingen, maar dus meer belastingen voor... We hebben goed geluisterd. Hè? Voor rekening van de gemeente. Dat vermindert immers de administratieve last en de inningskosten van die gemeente. Verder pleiten verschillende leden er traditiegetrouw voor om het kadastraal inkomen aan te passen aan de realiteit. De onroerende voorheffing heeft al te vaak geen verband meer met de verkoopprijs of de huurprijs
van hun vastgoed. De minister pleit ervoor om die aanpassing aan de realiteit zoveel mogelijk te objectiveren. Volledige tabula rasa ziet hij op dit ogenblik politiek moeilijk haalbaar en zelfs af te raden. Dit zou immers te grote beroering bij de bevolking veroorzaken. Commissievoorzitter Charles Piquet diende op aansturen weliswaar van een initiatief van de heer De Klippelen een amendement in dat de onroerende voorheffing tot 0 herleidt voor de eigenaars van vastgoed dat via sociale verhuurkantoren wordt verhuurd. De minister liet zijn diensten de budgettaire impact van dit amendement berekenen en aanvaarde ook dit amendement dat uiteindelijk met eenparigheid van stemmen werd aangenomen. De artikels 1 tot 5 en artikel 10 werden aangenomen met eenparigheid van stemmen. De artikels 6 tot 9 en 11 tot 18 werden aangenomen met 11 stemmen bij 1 onthouding. En het geheel van ontwerp van ordonnantie werd in de commissie aangenomen met 11 stemmen bij 1 onthouding. Ik dank u alvast voor uw aandacht. C'est bon. Oh. Ça va quoi? Pas trop de public. Bien. Alors, moi j'ai un inscrit jusqu'à présent. C'est Monsieur De Klippelen. Je suis très surpris par son intérêt pour la matière, mais non. Alors, il y a Monsieur De Klippelen. Qui est-ce qui? Monsieur Serex, qui est à mes côtés, que je vous présente ici. Alors, ça va? Monsieur Delva, c'est dans l'ordre, enfin, comme ça. Allez, ça va. OK, c'est parti avec Monsieur De Klippelen, s'il vous plaît. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, donc nous parlons du précompte immobilier et le ministre des Finances le sait bien, c'est l'impôt dont le rendement est le plus élevé de tous les impôts. 95 à 97% des enrôlements sont suivis effectivement d'un paiement. Ce qui n'est pas le cas de tous les impôts, parce qu'il y a beaucoup d'impôts où la perception réelle est nettement inférieure à l'enrôlement, voire aux estimations. Et donc c'est un impôt très stable qui permet de rendre très prévisible la recette, tant au niveau des communes qu'au niveau de la région. C'est un impôt aussi sur le capital, puisque depuis l'ordonnance qui a été votée ici dans ce Parlement du 13 avril 1995, il est quasiment exclu d'échapper à cet impôt, sauf les exonérations que nous sommes appelés à voter aujourd'hui. Mais donc, même si le bien est resté improductif, ce qui n'était pas le cas avant, on pouvait demander la remise de l'impôt parce que, pour des circonstances imprévues, des circonstances dont on n'était pas responsable, on pouvait dire, écoutez, je n'ai pas de revenus, donc je n'ai pas d'impôt à payer. L'ordonnance du 13 avril 1995 a quasiment limité à des cas absolument infinitésimales, hormis les exonérations que nous sommes appelés à voter aujourd'hui, enfin demain. Alors, rappelez-vous, la péréquation cadastrale, puisque l'impôt se base sur le revenu cadastral, a été faite en 1979-80. En 1989, une loi fédérale est votée qui interdit dorénavant, pour les contrats futurs, de mettre à charge du locataire le précompte immobilier. Ce qui a eu pour conséquence, évidemment, que toute une série d'électeurs des communes n'étaient plus affectés par les décisions des pouvoirs communaux de hausser, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont baissé d'ailleurs, de hausser le précompte immobilier. Et donc, on a un électorat qui paie, qui doit supporter la charge du précompte qui s'est nettement réduite. En 1989 également, on décide l'indexation des revenus cadastraux, ce qui veut dire que le précompte immobilier suit l'indexation des revenus cadastraux. En 1993, nous avons le plan global qui va avoir deux importants impacts. Tout d'abord, une augmentation de 25% des revenus cadastraux. Il fallait rentrer dans le pacte de convergence de l'Union européenne sous le gouvernement de Jean-Luc Dehaene.
Par la suite, on va encore l'augmenter de 15%. Mais surtout, on va supprimer l'imputation du précompte immobilier. Nous parlons de précompte immobilier, l'imputation du précompte immobilier. Ce qui veut dire que le précompte immobilier n'est plus un précompte à partir de 1993. C'est un impôt séparé qui ne peut plus être considéré comme une avance, une provision sur l'impôt final. Ça a eu pour effet, en 1993, de doubler d'une année à l'autre la taxation des revenus immobiliers, en ce sens qu'on a à la fois la conjugaison de l'augmentation à l'époque de 25% forfaitaire, plus l'indexation, plus la suppression de l'imputation au précompte immobilier. Si actuellement l'indexation est d'environ 75% en plus, avec le coefficient de 1,4, vous arrivez à un coefficient fois 2,45 par rapport aux revenus cadastraux de la taxation effective des immeubles qui ne sont pas occupés à titre de résidence principale, que ce soit les résidences secondaires ou les résidences ou les logements donnés en location. Et donc je rappelle ici, parce que souvent je lis encore dans la presse, qu'on ne taxe pas les loyers. Si, on les taxe. On les taxe d'une part parce qu'il y a le précompte immobilier, comme tout immeuble, mais là tout le monde le paye. Et puis, il y a une taxation qui fait double emploi, si on veut, qui reprend comme base le revenu cadastral, augmenté de l'index, augmenté encore le tout forfaitairement de 40%. Alors, dans les réductions que nous sommes appelés à voter aujourd'hui, il y a une notion nouvelle qui est introduite, qui est celle de ne pas avoir de gains excessifs. Je crois que c'est une avancée parce qu'il y avait souvent des discussions avec les administrations quant à savoir est-ce que c'était vraiment sans but de lucre ou pas. Ici, on vise vraiment l'utilisation du bien et on demande à ce que le propriétaire ne profite pas de la réduction pour augmenter son gain excessif. Je crois que c'est une grande avancée. Mais surtout, et comme l'a dit le rapporteur, suite à un amendement que le MR a déposé, il y a eu un débat au sujet des agences immobilières sociales. Débat qui se prolonge encore aujourd'hui, puisque dans la presse d'aujourd'hui, quelqu'un qui n'était pas présent lors des discussions se dit, voilà, suite à mon initiative, moi j'ai trouvé ça remarquable. Donc apparemment, il y a eu 2 commissions des finances en même temps. Hein, mais en tous les cas, le projet du gouvernement ne prévoyait pas du tout l'exonération pour les propriétaires privés, ne prévoyait qu'une réduction pour les propriétaires administratifs des pouvoirs publics. Et donc, à la suite de la discussion, et je remercie encore l'intervention du président de la Commission, Charles Piquet, pour avoir étendu ce débat vers une exonération totale, et je remercie le ministre de ne pas avoir donné des chiffres trop négatifs qui auraient empêché la mise en œuvre de cette mesure. Cette mesure est très bien accueillie, mais j'aurais préféré que ce ne soient pas les personnes qui étaient absentes lors des débats qui, dans la presse, disent suite à mon initiative, alors que l'initiative revient bien au MR, mais enfin, ça ce sera aux historiens de définir. J'espère qu'on n'attendra pas aussi longtemps que pour la recherche de la vérité dans les tueurs du Brabant. Bon. Alors, pour les enfants à charge, nous ne sommes pas tellement heureux des critères retenus. Je peux comprendre que l'administration se trouve en difficulté parce que la notion d'enfant à charge sera toujours connue de l'administration fédérale et comme nous allons avoir une administration régionale, donc la transmission de renseignements ne se fera plus aussi facilement, encore qu'on pourrait l'organiser, qu'elle soit toujours ainsi. Mais la référence aux allocations familiales, à mon avis, va augmenter la charge administrative parce que je vois déjà les administrations demander des preuves que les allocations familiales soient bien faites. Enfin, le ministre nous a rassuré qu'il allait mettre en œuvre un système optimal de manière à alléger au maximum la charge administrative. Nous aurions préféré prendre carrément un critère de 25 ans. Ça aurait été beaucoup plus simple. Bien sûr, il y a des enfants qui se mettent à travailler avant l'âge de 25 ans. Mais ce n'est jamais qu'une réduction de 10% du précompte immobilier. Il faut savoir, à mon avis, faire la balance entre la charge administrative engendrée par des critères sélectifs coûteux et les peut-être quelques-uns qui vont profiter d'une mesure générale, mais beaucoup plus linéaire, beaucoup plus facile à comprendre. Et c'est d'autant plus important pour les locataires, par exemple. Vous savez bien que quand il y a une réduction
du précompte immobilier dans le chef des locataires que le locataire peut demander une réduction du loyer correspondant à la réduction du précompte immobilier. Très peu de locataires en font usage. Et donc, je crois qu'un système assez simple pour la notion d'enfants dits à charge qui ne doivent plus être à charge, mais enfin allocation familiale, aurait permis, à mon avis, à ce qu'un large public puisse bénéficier de cette mesure. En tous les cas, je remercie le gouvernement d'avoir gardé le système de 10% par enfant à partir du deuxième. Ça me paraissait beaucoup plus simple que les systèmes qu'on connaît en Flandre, qui sont extrêmement compliqués, parce qu'au plus le revenu cadastral est élevé, au moins la réduction trouve à s'appliquer. Il faut savoir que la décision a été prise très facilement au Parlement flamand, puisque les gros revenus cadastraux en Flandre, ils sont situés où ça? Mais autour de Bruxelles, évidemment. Hein, ce sont les communes périphériques à Bruxelles pour la Flandre qui ont les gros revenus cadastraux, donc ils n'ont eu aucun mal de prendre une décision qu'au plus le revenu cadastral était élevé, au plus la réduction était diminuée. Hein, vous avez un château au milieu de la Flandre, il aura un revenu cadastral nettement inférieur à celui d'une petite maison à Krainem, par exemple. Pourquoi? Parce qu'à Krainem, il y a un marché locatif international, ce que vous n'avez pas dans les campagnes flamandes. Donc là, je crois que le gouvernement a pris la sage décision de ne pas remettre en cause ce qui existait. Nous avons bien sûr bien lu le projet du gouvernement en ce qui concerne les personnes handicapées. L'accueil des personnes handicapées s'est intégralement maintenu, et surtout avec cette notion qu'il ne faut pas de gains excessifs, je crois que ça va tout à fait dans la bonne direction et que la mesure proposée par le gouvernement poursuit cette politique. Il en va même pour les activités sportives, les activités du mouvement de jeunesse, les activités qui touchent à toute la politique des soins de santé. Et donc, je pense aussi qu'il faudra réfléchir à la question des immeubles classés, donc que cette mesure soit la plus simple possible et permette aussi que ces propriétaires puissent bénéficier de cette mesure de réduction du précompte immobilier. Voilà, mesdames et messieurs, ce n'est pas une ordonnance qui va bouleverser nos finances. Nous avons déposé toute une série d'amendements. Je remercie encore la Commission d'avoir accepté et d'avoir même étendu le principe du premier que nous avons déposé, à savoir l'extension de l'exonération complète de précompte immobilier à tous les immeubles confiés à des AIS, qu'ils appartiennent au domaine public ou au domaine, ou plutôt aux particuliers. Je vous remercie. Merci. Alors, Monsieur Serrex. Que dire encore, Monsieur le Ministre, parce que pour une fois, je rejoins totalement ce que Monsieur de Clipel a dit ici à la tribune. Je pense qu'il a parfaitement raison. Alors, c'est vrai que on est très satisfait de voir que c'est la région qui va enfin gérer notre précompte immobilier. Je crois qu'on ne doit pas être effrayé, au contraire, de gérer ces nouvelles compétences. C'est l'occasion pour nous de montrer que ça fonctionnera mieux quand c'est entre les mains régionales plutôt que la manière dont c'était géré au niveau fédéral. Et là, je parle un peu comme mandataire local. Vous savez comme moi ô combien les recettes en matière de précompte immobilier étaient difficilement estimables, tant c'était fluctuant d'exercice en exercice. Pour nous, les gestionnaires locaux, ça posait d'énormes problèmes lorsqu'on doit chaque fois élaborer notre budget, sachant qu'il y a aussi plusieurs modifications comme ça d'informations en cours d'année sur des recettes éventuelles qu'on aurait. Donc moi, je ne peux que me féliciter, et vous l'avez confirmé en commission pas plus tard que cette semaine, on sera dans les délais, on est on time, donc c'est parfait, et je pense que ce sera beaucoup mieux géré que ce ne l'était au niveau fédéral. Alors, on a aussi montré au niveau de notre travail parlementaire, en commission parlementaire, qu'on pouvait en effet faire évoluer des projets, et c'est tout le volet des AIS dont M. de Clipel a parlé tout à l'heure. Je pense que c'est bon de pouvoir démontrer aussi que c'est un support financier, un effort financier que nous faisons avec
beaucoup de conviction parce que nous savons ô combien, j'entendais, je crois que c'était dans la presse ce matin ou à la radio, qu'il y avait 4500 logements en AIS ici en région bruxelloise. C'est une politique du logement extrêmement positive qui met à contribution les propriétaires privés. On sait ô combien les programmes de construction de logements sociaux mettent du temps, énormément de temps, et donc aider fiscalement cette politique que nous menons ici à Bruxelles au travers de ces AIS, je trouve que c'est un élément extrêmement positif, et donc je remercie l'ensemble des collègues de la Commission d'avoir œuvré dans ce sens-là. Autre point souligné par M. de Clipel auquel nous sommes évidemment attachés, c'est la réduction pour les enfants à charge, la réduction pour les personnes handicapées. Ça fait partie des politiques familiales que nous souhaitons voir mener ici à Bruxelles. Ça fait partie aussi des politiques orientées vers les plus faibles, ceux qui ont moins de chance dans la vie. Ce qui avait été souligné en commission et sur lequel je voudrais insister ici également, Monsieur le Ministre, c'est qu'on puisse à un moment donné avancer sur l'automaticité de cette réduction ou exonération pour enfants à charge, parce que là aussi, on sait que parfois un certain nombre de personnes ne sont pas informées, pas suffisamment bien informées et ne demandent pas cette réduction. Donc je crois que ça doit être un effort de votre administration de faire en sorte que cette réduction soit automatique. Quand on voit aujourd'hui ce qu'on est capable en termes d'échange d'informations au niveau de l'administration fiscale, je pense que ça doit être rendu possible également dans le futur. Je vous remercie. Monsieur Chaïd, vous avez changé? Ah, parce que quand tu ne m'as pas dit, je croyais que tu venais t'ajouter. Monsieur Ouriagli, alors à la place de Monsieur Chaïd. Oui, c'est très bien. Merci, Monsieur le ministre. Tout d'abord, j'aimerais saluer le soutien unanime de la Commission des finances à l'amendement déposé par le président de notre Assemblée, à l'initiative de mon groupe. L'exonération intégrale du précompte immobilier des logements mis en gestion auprès d'une agence immobilière sociale à Bruxelles doit permettre d'apporter un coup de boost immédiat à la disponibilité de logements à destination sociale à Bruxelles. Je remercie donc l'ensemble des collègues qui ont permis que cette disposition, dont beaucoup vantent les mérites, soit d'actualité pour 2018. Pour le PS, c'est un premier pas important, mais nous pouvons aller plus loin. Au PS, nous voulons contraindre les promoteurs immobiliers qui construisent de grands ensembles de logements à en réserver au moins 15% pour les AIS bruxelloises. Cette mesure pourrait aussi s'appliquer aux multipropriétaires. C'est un win-win assuré, un rendement garanti pour les propriétaires et des logements rapidement mis sur le marché locatif aux conditions du logement social. Pour en revenir au projet d'ordonnance, depuis 2008, le groupe PS a toujours plaidé à chaque discussion budgétaire pour que la région se dote d'une véritable administration fiscale afin d'avoir la maîtrise du PRI. La reprise par Bruxelles Fiscalité est une bonne chose du fait que le pouvoir régional connaît les pouvoirs locaux et contrôle leur budget. L'enjeu principal est d'améliorer notre information patrimoniale pour un pilotage efficace et efficient des politiques en région bruxelloise. En effet, comme nous l'avons déjà répété à plusieurs reprises, mieux connaître l'assiette fiscale, c'est établir des impôts qui, par définition, alimentent les caisses publiques pour rencontrer les besoins de la collectivité. La perception de cet impôt par la région va permettre un meilleur service aux citoyens et une gestion plus efficace du contentieux. Au nom du groupe, je voudrais insister également sur le caractère obsolète des revenus cadastraux servant d'assiette au PRI. Cette obsolescence crée de fortes distorsions au sein de chaque commune et que le bien ait fait l'objet ou non d'une réévaluation, mais également entre communes. En effet, les revenus cadastraux des communes du centre ne reflètent souvent pas la perte relative d'attractivité de ces communes. Par ailleurs, l'absence de la
péréquation cadastrale depuis 1980 exerce une contrainte défavorable sur les communes du centre par rapport à celles situées plus en périphérie, où le revenu cadastral est également moins élevé, mais où les revenus réels sont plus élevés. Il est donc important pour nous d'établir un revenu cadastral plus adapté aux réalités actuelles. La région se doit de rendre ce PRI plus efficace en l'utilisant comme un instrument pour la réalisation d'un véritable projet de ville. Par ailleurs, comme je l'ai déjà indiqué en commission, il faut mener un débat et une réflexion générale en ce qui concerne le système des réductions. Prenons celui de la réduction pour enfants du ménage. Ne pensez-vous pas qu'un accompagnement social sous cette matière devrait se faire via la politique des allocations familiales plutôt qu'à travers le PRI, Monsieur le Ministre? Ou ne serait-il pas plus juste d'accorder ces réductions sous forme de primes forfaitaires, par exemple, à tous les enfants plutôt que des réductions proportionnelles sur base de l'importance du PRI? Il s'agit d'un débat qui mérite d'être mené. On est clairement ici sur le débat d'un enfant n'est pas égal à un enfant. Vous avez également annoncé qu'une fois la reprise de la perception, il entre dans la volonté du gouvernement d'assurer un système d'avance envers les communes. Ceci permet d'éviter des retards dans les versements. Les avances commenceront dès janvier 2018 et devront permettre d'éviter le recours au crédit par les communes dès le mois d'août. Ce calendrier sera-t-il respecté? Je vois que vous hochez de la tête, donc ça devrait augurer des réponses positives. Je vous remercie pour vos réponses d'office. Merci. Voilà, une agression. Collega's, de overname van de dienst voor de inning van de onroerende voorheffing door ons gewest staat al lang in de steigers. De ordonnantie die vandaag ter stemming voorligt, geeft uitvoering hieraan. En net zoals zoveel vinden we het prima dat ons gewest meer zelf zal instaan voor de inning van de belastingen waarvoor het zelf bevoegd is. Op die manier kan het beleid beter worden aangepast aan de noden van het gewest en kunnen er betere prognoses worden gemaakt. Wij vinden het positief dat de minister van de gelegenheid gebruik gemaakt heeft om de artikelen inzake de onroerende voorheffing die verspreid zijn over verschillende juridische bronnen, om die samen te brengen. Idealiter gaan we naar één Brusselse codex fiscaliteit. Ik herhaal dan ook mijn pleidooi hiervoor. Fiscale regels hebben er alle belang bij om duidelijk, eenvoudig en transparant te zijn. Dat maakt de gedragenheid ervan veel groter. En één codex die alle regels samenbrengt, lijkt ons dan ook geen overbodige luxe. Er zijn een tweetal elementen die we cruciaal vinden in het hele debat rond de onroerende voorheffing hier in Brussel. Ten eerste een automatische toekenning van verminderingen op de onroerende voorheffing, onder andere voor de gezinslasten. Collega Sereks heeft het er al over gehad. Het kan voorkomen dat gezinnen niet op de hoogte zijn van bepaalde voordelen en dat ze daardoor die voordelen ook mislopen, omdat ze niet weten dat ze expliciet moeten worden aangevraagd. En dus wij vinden het een goede zaak dat de ordonnantie een mogelijke automatische toekenning van die verminderingen faciliteert. En ik was blij om van u, meneer de minister, te vernemen dat u vanaf 2019 werk gaat maken van deze automatische toekenning. Een tweede element dat we belangrijk vinden, dat is de regeling van de onroerende voorheffing voor ouders die in een verblijfsco-ouderschap zich situeren ten opzichte van de kinderen, na een scheiding. Ik denk dat het belangrijk is dat onze samenleving elke gezinsvorm natuurlijk erkent, maar onze regelgeving die loopt achter, is niet altijd aangepast aan deze vormen van samenleven. En tot op vandaag bestaat er in het Brussels gewest geen co-ouderschapsregeling voor wat betreft de belastingsvermindering voor de bijslaggerechtigde kinderen op de onroerende voorheffing. En het Grondwettelijk Hof heeft in een arrest van 2011 voor een gelijkaardige situatie in Wallonië al geoordeeld dat dit een schending is van het gelijkheidsbeginsel. Domicilie wordt niet altijd als een pertinent criterium aanvaard.
Ik heb het al een paar keer aangekaart in de commissie en we zijn dan ook verheugd dat de wijziging die toelaat om de vermindering op de onroerende voorheffing voor gezinslasten gelijk te verdelen, gelijk bij co-ouderschap, dat die wijziging dat vandaag toelaat. En dus wij zijn enthousiast over de ordonnantie die vandaag voorligt. We gaan het ook graag steunen, omdat we denken dat deze ordonnantie voor nogal wat gezinnen faciliterend zal werken, een extra steun zal betekenen. En dus wij scharen ons volledig achter deze ordonnantie. Monsieur De Bock. Merci, chers collègues, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Deux petites choses. La première, c'est sur le rapport. Il y a une petite coquille, en fait, à la page 40, sur la justification de l'article 12, et je crois que c'est utile de le repérer. Donc, l'amendement a pour objectif d'exclure de cette auxerre exonération. Alors, c'est peut-être austère que certains ont voulu dire, austère exonération, je ne sais pas, mais enfin bref, il faut supprimer le mot auxerre. Et alors, on mentionne également à la fin du paragraphe par les communes, par la COCOM, par la VGC. On a oublié la COCOF. Mais concrètement, c'est non exhaustif, si je puis dire. C'était le sens de l'amendement déposé. Je crois que c'est utile de le répéter ici. C'est peut-être un peu technique, mais comme ça permet au travail parlementaire d'aller jusqu'à la fin par rapport à la justification de l'amendement. C'est un beau dossier, en fait, qui est un peu technique, mais c'est vrai qu'il nous a permis, pendant 15 jours, de refaire presque le monde, ou en tout cas presque refaire l'histoire de la région bruxelloise, et même avant sa création. Et je remercie M. De Clipel de nous avoir inscrit dans l'historicité de ce que sont les revenus cadastraux. C'est vraiment intéressant pour les plus jeunes, et j'en fais partie, qui n'ont pas non, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas cette ligne du temps, si je puis dire, et cet exposé professoral est toujours intéressant parce que ça nous remet en situation, et je le remercie en tout cas pour ces enseignements. Je partage évidemment la plupart de ce qu'il a dit, et c'est vrai que ce n'est pas inutile de rappeler qu'on taxe aujourd'hui les loyers, certes pas sur la base effectivement du revenu locatif réel, mais parfois sur une base qui est plus que les loyers réels de jadis, et d'autres sur moins. Et c'est là que... Surtout à eux, que vous avez raison de le rappeler, mais vous savez que j'ai toute mon influence pour éviter que les libéraux n'aillent plus haut. Mais c'est parfois très compliqué. C'est très cher le précompte immobilier à Huc. C'est beaucoup plus cher que chez vous. C'est vrai. Je regrette parfois de ne pas habiter Woluwe-Saint-Pierre. C'est vrai. Vous êtes le bienvenu. Je vous remercie. Je vous remercie. En tout cas, on verra en tout cas à avoir des niveaux peut-être moins élevés, parce que c'est vrai que c'est finalement une recette très importante, on l'a rappelé, qui pèse pour 2/3 des recettes directes de certaines communes. Hein. Par rapport à l'IPP, ce n'est plus rien, alors que si on repenche, si je puis dire, il y a 20 ou 25 ans, c'était l'inverse. Les revenus IPP étaient plus importants que les revenus du précompte immobilier. Alors, à la fois, c'est l'impôt le plus juste, c'est un impôt sur le capital qui permet effectivement d'avoir une vraie base juste, mais malheureusement, il est encore inégalitaire. Monsieur Ouriagli l'a rappelé, il y a trop de situations aujourd'hui qui placent les contribuables ayant des biens similaires, ayant des revenus similaires de leurs biens dans des situations de taxation totalement différentes. Alors, je ne partage pas totalement le raisonnement de monsieur Ouriagli sur la question que c'est les communes du centre par rapport aux communes périphériques. En réalité, il y a des distorsions dans toutes les communes par rapport à l'historicité de ces biens et de la déclaration ou pas de transformation de ces biens. Et donc, vous avez dans toutes les communes des biens de catégories similaires, loués à des prix aujourd'hui du marché, qui ont des taxations allant non pas de 1 à 3, mais de 1 à 20. Et j'étais encore pas plus tard qu'il y a 2 semaines sur le site ImoWeb, ou sur des sites pour un petit peu voir ce qu'il en était des revenus cadastraux. Et à Bruxelles-Ville, Square du Bois, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a des biens qui se vendent 6 millions d'euros et qui n'ont qu'une taxation de 6 000 euros. Ce qui est absolument hallucinant, parce que ce sont des biens qui partent à des prix de location en relation évidemment avec le prix de vente, et vous avez des distorsions énormes dans toutes les communes. Donc c'est vraiment un combat pour l'actualisation de cette recette. Je ne sais pas comment est-ce qu'on y arrivera. On a déjà souvent eu ce débat, Monsieur le Ministre. Je sais que vous partagez l'objectif, mais que la manière effectivement devra sans doute susciter un vrai nouveau débat. Peut-être que c'est pour après 2019. Et comme je vous ai entendu vouloir rempiler, j'espère pouvoir avoir ce débat avec vous. Mais c'est vrai que sur la manière de taxer justement
le plus justement possible, par métrage carré, tout en visant par exemple la sécurité juridique. Et je pense que notamment lors des mutations de biens, ça peut être intéressant. Comme ça, on a une sécurité juridique et on n'ennuie pas les gens qui sont avec un bien dont ils ont hérité ou qu'ils ont acheté en connaissance de cause, qu'on puisse avoir effectivement une réflexion là-dessus. C'était utile de le rappeler. Plusieurs petites choses. On se félicite évidemment de l'exonération pour les propriétaires qui mettent leurs biens en gestion dans les agences immobilières sociales. Au départ, on voulait avoir, et je remercie le ministre d'avoir transmis les chiffres, parce qu'on voulait avoir l'impact budgétaire. On a un peu tout dit parce qu'on n'avait pas les chiffres, et on a vu l'impact, c'était 600 000 € pour la région, 1,6 million pour les communes. Et là, c'est peut-être une petite remarque méthodologique, mais ici, clairement, on n'a pas demandé l'avis des communes. On est avec une mesure très volontaire, mais qui va avoir un impact de moindres recettes pour les communes. On leur impose, entre guillemets, un petit effort d'abandon de ces recettes-là. C'est leur part de travail. Je dirais que formellement, ça serait utile, je pense, que quand on fait une mesure comme celle-là, pour info, peut-être les prévenir. On a fait ce travail ici au niveau parlementaire. C'est vrai qu'on est, pour la plupart d'entre nous, aussi conseiller communal, échevin ou bourgmestre, et c'était l'occasion, effectivement, de faire passer le message. Mais je trouve que sur le plan de la méthode, quand on fait des choses pareilles, faut être clair, hein, quand le fédéral prend des mesures qui ont des impacts sur la région, on demande effectivement de pouvoir avoir cette information qui soit assurée. Mais je crois que c'est utile d'avoir un vrai travail de partenariat. Et ici, les communes vont jouer le jeu. C'est une moindre recette, mais c'est une moindre recette pour la bonne cause. Et c'est vrai que c'est l'outil, je crois, très sincèrement, que c'est l'outil qui permet le plus la mixité sociale au sein de la région. 4500 logements en si peu d'années, ça fait quoi, 20 ans que les AIS existent, 15 ans globalement, c'est énorme quand on sait qu'il y a un parc de logements aujourd'hui de 40 000 logements sociaux, 4500 par rapport aux 40 000 existants sur les 60-70 dernières années de logement social, c'est quand même 10%, c'est pas rien. Je regardais les statistiques wallonnes, on est à plus de 100 000 logements sociaux, mais ça veut dire que la part de logements sociaux bruxellois est 1,5 fois plus importante que ce qu'il y a en Wallonie et 2 ou 3 fois plus importante que ce qu'il y a en Flandre. Donc on est la région la plus sociale, il ne faut pas oublier de le rappeler, et les AIS participent à cet effort, et cette mesure fiscale encourage encore plus, en tout cas, les propriétaires qui avaient peut-être une réticence seront d'autant plus aujourd'hui encouragés à rejoindre la gestion publique. Je voudrais aussi me féliciter, mes autres collègues n'en ont pas parlé, sur l'amendement que nous avons déposé avec mes autres collègues, le CDH, le PS, et qui a été voté sur la non-exonération pour les fausses universités. On a eu des débats très intéressants, notamment à la Communauté française, par rapport à la problématique des fausses écoles, ou en tout cas des écoles non diplômantes, qui aujourd'hui jouent un rôle de concurrence et de dumping sur la formation, et qui parfois piègent les parents et les enfants, les adolescents qui, à un moment donné, font des cursus universitaires ou de type universitaire, et qui ne sont pas diplômantes. Ici, on a un texte volontaire qui a méthodologiquement exclu du bénéfice de l'exonération les fausses universités. Il faudra désormais être subventionné par un pouvoir public pour bénéficier de cette exonération. Je m'en réjouis vraiment. Sur les allocations familiales, je partage totalement ce qui a été dit par mes collègues du Parti socialiste, du CDH sur la volonté d'avoir une automaticité de la réduction. C'est vrai que le système actuel ne fait contribuer la réduction qu'à partir du deuxième enfant, ce qui est peut-être un peu injuste. Et puis, surtout, il n'est pas de nouveau égal. Si vous habitez un bien qui a 2 000 € de précompte immobilier, vous avez une réduction de 200 € pour un enfant, enfin, vous ne l'avez pas pour un enfant, mais pour 2 enfants, vous avez 400 €, hein, ça fait 20%. Mais si vous avez un bien avec 1 000 €, vous avez 200 €, alors vous avez toujours 2 enfants. Donc, ça, en fonction de la valeur de votre bien, vous avez une réduction plus ou moins grande. Ça n'a pas beaucoup de sens, si je puis dire. Et en tout cas, notre parti préférait un système plus juste, plus égal entre enfants. Et je me demande, et je fais lien avec le débat de ce matin sur la déclaration de politique générale, et on a eu ce débat lorsque le groupe des experts est venu nous expliquer le premier tax shift que nous avions fait, s'il ne faudrait pas finalement rapatrier les 15 millions d'euros que constitue ce paquet, si je puis dire, de réduction au précompte immobilier, le mettre dans le paquet des allocations familiales, puisqu'on a plus ou moins 150 000 enfants, ça représente bon an mal an 8 à 10 € par mois par enfant, mais donc du coup tous les enfants auraient le même montant en plus. Et en clair, par rapport au débat où ceux et celles qui disent que nous sommes 5 ou 10 € en dessous du seuil minimum wallon, en réalité, grâce à ce rapatriement dans le paquet des allocations familiales, on permettrait en fait d'avoir le niveau
des allocations wallonnes avec le système volontaire qu'ici, toutes les familles auraient plus en fait que le système wallon, mais dès le premier enfant, ce qui n'est pas le cas dans le système wallon. En clair, les nouveaux entrants, c'est un système progressif. Et donc, je vous donne ici une piste pour améliorer cette égalité et de faire de Bruxelles, effectivement, une région de plus en plus juste. Vous dire encore deux choses. Sur la reprise du précompte immobilier, on se réjouit évidemment de la fameuse prime Bihome de 120 €, qui donc est rétrocédée. Je vous ai parlé en commission de la mensualisation du précompte immobilier cette semaine-ci. Je crois que c'est peut-être utile pour ceux et celles qui ont parfois des difficultés. Vous savez que parfois les héritiers, ou si vous êtes à un moment donné divorcé, vous n'avez pas forcément tout de suite l'argent pour pouvoir payer des précomptes immobiliers élevés. C'est peut-être utile, d'un moment donné, aussi aider les uns et les autres à rentrer dans ce système-là. Ça permettrait aussi d'améliorer la trésorerie de nos communes et de la région. Je crois que c'est utile aussi à partir du moment où on a augmenté le précompte immobilier à due concurrence et que l'augmentation du précompte immobilier se fait sur une indexation indice consommation. Je crois qu'il faudrait quelque part indexer aussi la prime, sinon dans 20 ans elle vaudra toujours 120 € alors que vos précomptes immobiliers seront le double. Je crois que par logique il faudra peut-être avoir ce petit amendement. On n'y a pas pensé quand on a créé la prime Bihome, mais je vois déjà d'autres collègues qui sont tout à fait d'accord avec ceci. Et donc je voulais vous soumettre cette proposition. J'ai une question qui me reste. C'est celle des gains excessifs, donc d'éviter de ne pas avoir des gains excessifs. Je voudrais que vous nous reveniez, si vous voyez que vous avez des litiges, à un moment donné, des contestations, parce qu'il y en aura, et il y en a déjà, notamment dans les milieux d'enseignement ou associatifs ou des activités mixtes. Je pense notamment à des activités de type Horeca qui se situent dans des parcours récréatifs. Eh bien, c'est l'occasion, effectivement, d'avoir ce débat pour pouvoir s'assurer qu'il n'y ait pas de contestation qui se fasse au détriment de la région et qu'en clair, les activités lucratives, si je puis dire, ne puissent pas être exonérées dès lors qu'elles seraient considérées de mauvaise foi comme n'étant que l'accessoire de l'activité principale. Voilà ce que je voulais vous partager cet après-midi avec vous et vous remercier pour l'ordonnance. Merci. Merci. Quelqu'un d'autre demande-t-il la parole? Non? Ok. Alors, on peut clôturer la liste des intervenants. Et Monsieur le ministre? Non, pas particulièrement, Monsieur le Président. Je voudrais remercier tous les collègues pour le travail ouvert, constructif, fructueux que nous avons eu en commission. Je crois que sous votre présidence de notre commission, Monsieur le ministre-président, Monsieur le Président, nous sommes parvenus à créer une ambiance où, au-delà des clivages, majorité-opposition, on travaille constructivement ensemble et où toutes les bonnes idées font partie d'un débat ouvert et permettent d'être repris dans les mesures de gestion de notre région, ce qui démontre qu'avec un peu de bonne volonté, il y a moyen d'avoir un travail intéressant et fructueux au sein d'un Parlement où un exécutif et des députés se retrouvent pour améliorer la vie de nos concitoyens. Et c'est le but de nos travaux et j'en suis content et fier, Monsieur le Président. Très belle chute, quel professionnalisme. Alors, il n'y a pas d'amendement. Donc, nos discussions sont terminées et je n'ai rien d'autre à l'ordre du jour. Voilà. Merci. Tot morgen.